Donc aujourd'hui, vous êtes là pour cet atelier et on va parler de, de la communication pour avoir une meilleure communication, aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants. Donc, de quoi on va parler dans cet atelier? Donc, on va parler, hein, vous l'avez compris, de communication, de l'importance d'avoir une bonne communication. Et pour cela, je vais vous présenter un outil qui est l'analyse transactionnelle. Donc, on va parler des états du moi, on va parler des interactions qu'on a avec nos interlocuteurs, de la façon dont on va être en interaction, dans notre comportement. On va parler des jeux psychologiques. Donc, mieux les identifier, ce sont des schémas répétitifs de manipulation, donc de repérer quand on rentre dans un jeu psychologique et comment faire pour ne pas y rentrer. Et une fois qu'on aura vu toute cette théorie, on parlera de pratico-pratique parce que chez Gazouillis, on aime bien vous donner de la théorie, mais aussi du concret. Donc, on parlera d'exemples concrets de communication avec l'enfant, avec le parent et avec une collègue, avec tous les différents aspects que je vous ai expliqués pendant l'atelier sur l'analyse transactionnelle pour avoir une meilleure communication. Et j'espère que cet atelier vous apprendra vous fera pardon, une prise de conscience et vous aidera à avoir une meilleure communication. Alors c'est parti. Donc pourquoi dans notre, attitude professionnelle, il est essentiel d'avoir une bonne communication? Ben, c'est déjà pour avoir des bonnes relations et d'éviter les conflits et tout ça se passe par la communication. Donc quand on va avoir une meilleure compréhension de sa façon de communiquer et de la façon de communiquer de son interlocuteur et ben, ça va réduire les malentendus et ça va permettre une collaboration. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cet outil merveilleux qui est l'analyse transactionnelle, qui va permettre de mieux vous comprendre et du coup d'avoir une communication, on va dire, qui va être, plus authentique, où vous allez vraiment plus pouvoir aller dans l'intimité dans vos échanges et ne pas, partir dans des, jeux de pouvoir, de domination, ce qui arrive parfois quand on se trouve, face à une personne qui peut être agressive ou qu'on ne comprend pas. Donc, on va revoir toutes ces bases. Donc déjà, je vous explique qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle. Donc c'est une méthode concrète qui permet de mieux se comprendre, donc mieux comprendre ce qui se passe en nous et dans nos interactions et nos relations avec les autres. Donc son originalité à cette méthode, c'est qu'on part de l'observation de nos attitudes et de nos comportements et on va les expliquer avec des concepts simples. Donc, un petit point histoire de qui a inventé l'analyse transactionnelle et comment. C'est Eric Berne. Donc Eric Berne, c'est un médecin, dans les années 50. Il a inventé cette technique d'analyse transactionnelle après, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. En fait, lui, il a été réquisitionné en tant que médecin pour les soldats et il c'était quelqu'un de très instinctif, qui ressentait vraiment bien les choses et qui était très dans l'observation. Et en fait, il s'ennuyait un petit peu, hein, avec tous ces soldats et ces visites médicales et du coup, il a décidé de ne pas regarder les dossiers médicaux et d'accueillir les soldats, de regarder comment ils se comportaient, comment ils communiquaient, pour essayer de déduire d'où ils venaient, quel âge ils avaient, enfin ce qui se passait pour eux et il s'est rendu compte que dans ses analyses, il avait souvent juste. Donc il a décidé de, créer cet outil qui est l'analyse transactionnelle pour permettre à ses, patients à l'époque, hein, de mieux se connaître. Donc il a décidé de transformer un petit peu ce qu'on va appeler la psychanalyse traditionnelle en rendant plus accessibles des outils d'analyse et en les simplifiant. Et du coup, on va commencer par la première chose que Eric Berne a, vraiment présentée, ce sont les besoins vitaux. Lui, comme il avait un grand sens de l'observation, il s'est dit: «Qu'est-ce qui va être le plus important pour les humains au-delà, des besoins physiologiques de respirer, de boire et de manger?» Donc pour lui, il a appelé les besoins vitaux les grandes soifs et du coup, il a répertorié 3 soifs qui étaient pour lui les plus importantes. La soif de stimulation, la soif de reconnaissance et la soif de structure. Donc la soif de stimulation, c'est qu'on commence déjà dans la vie par recevoir de la stimulation grâce à nos 5 sens, hein. Un petit bébé, il grandit grâce à, ses 5 sens et grâce aux stimulations qu'il va ressentir autour de lui et petit à petit, toutes ces sensations, toutes ces stimulations sensorielles vont devenir ses perceptions et ça va l'accompagner tout au long de sa vie pour le construire. Je vais vous donner un exemple, que malheureusement je pense que vous connaissez, mais qui est pas forcément très agréable comme exemple, mais en Roumanie, il y avait beaucoup de petits orphelins qui se laissaient mourir de faim parce qu'en fait, on ne les stimulait pas, on ne s'occupait pas d'eux. Et bien, en fait, c'est vraiment pour illustrer ça, sans stimulation, un être humain
peut se laisser mourir ou même devenir fou. Donc c'est pour ça que pour lui, c'est la plus grande soif et la plus importante. Ensuite, la deuxième soif, c'est la soif de reconnaissance. Ça permet à l'être humain de se sentir reconnu et validé. Je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple, vous dites bonjour à quelqu'un dans la rue et que cette personne ne vous répond pas, eh bien, on sent un petit malaise. C'est pas super confortable. Eh bien, imaginez que dans toute votre vie, vous êtes privé de ces signes de reconnaissance. Que chaque fois que vous prenez la parole, en réunion ou avec les enfants, eh bien, la personne tourne la tête et vous ignore. Eh bien, c'est la pire chose. On n'est pas reconnu en tant qu'être humain. On ne nous reconnaît pas. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour se maintenir en vie. J'ai besoin qu'on reconnaisse mon existence, ma position. Et enfin, le dernier, c'est la soif de structure. On a tous besoin de se sentir encadrés par des limites. Les enfants, on en parle particulièrement et qu'ils ont besoin d'avoir des limites, mais nous aussi, à l'âge adulte, on a besoin de règles, de structures pour avancer dans la société, pour être bien dans notre communication. C'est rassurant de savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, de ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire. Et du coup, ce besoin de structure, ça va alimenter les deux principaux besoins de reconnaissance et de stimulation. Et ça, je vais vous l'expliquer en vous expliquant la structure du temps. Donc, il y a un autre concept de l'analyse transactionnelle. Donc, Eric Berne, il a mis en place la structure du temps. La structure du temps, ça va être 6 manières de mesurer l'intensité de nos échanges dans notre environnement. Donc ça, ces structures du temps, c'est aussi bien dans le côté professionnel que personnel. De toute manière, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez aussi pouvoir le caler dans votre communication personnelle. Donc, on va partir du premier point, du retrait, et jusqu'à l'intimité, le dernier point. Donc là, je vous ai mis moins et plus. Donc dans, la première étape, le retrait, on va avoir moins de stimulation, moins de signes de reconnaissance et petit à petit, quand on avance dans la structure du temps, on va avoir de plus en plus de stimulation et de reconnaissance. C'est pour ça que Eric Berne parle de structurer notre temps et nos échanges pour avoir plus de reconnaissance et de stimulation. Donc je vais vous expliquer rapidement chacun, des différents temps de la structure du temps. La première chose, c'est le retrait. Donc c'est quand on est présent, dans un échange, mais qu'on va être plutôt dans l'observation. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prendre part. Ça, on a beaucoup, par exemple, les adolescents qui viennent manger au repas et qui sont assis, qui écoutent, mais qui disent rien. Donc là, je vous ai mis un petit garçon qui est dans la cour de récré, qui regarde les autres. Il est là présent, mais il est en retrait. Donc, vous voyez, on a moins de reconnaissance, moins de stimulation parce que, on n'échange pas. Deuxième structure du temps, le rituel. Là, ça va être plus des habitudes, culturelles où on va, se dire bonjour. Donc c'est des petits rituels de par exemple, là, si on se voit début janvier: «Bonjour, comment ça va? Comment se sont passées les fêtes?» Voilà, on va être dans des phrases un petit peu, toutes faites, et ça va vraiment venir en fonction de la culture. Si par exemple vous allez au Maroc, là, ça va être plus la Bes Berrer, Kouchi Berrer, comment ça va? Tes familles, ton grand-père, ta sœur, enfin voilà, on va prendre des nouvelles de toute la famille. Donc c'est vraiment culturel et c'est des petits rituels que, qui vont commencer à nous donner plus d'interaction. Donc vous voyez, petit à petit, on va plus vers la stimulation et la reconnaissance. Ensuite, la troisième étape, c'est le passe-temps. Donc on va échanger des informations. Donc là, on est plus sur des banalités. On va parler de la pluie et du beau temps. Si par exemple, on a un collègue, on va à la machine à café et là, on va échanger des banalités sur, la météo, sur les informations, l'époque du covid, voilà, on parlait beaucoup de covid. Donc on ne se mouille pas, mais on va communiquer avec la personne en face de nous. Ensuite, quatrième phase, c'est l'activité. Donc c'est ensemble, on a un but, un objectif commun. Donc là, je vous ai mis une réunion, mais ça peut être avec des enfants, on fait de la pâte à modeler, donc ensemble, on a un but, donc on va avoir plus d'interaction parce qu'on va échanger autour de l'activité. Si par exemple, on fait, partie d'un club, d'échecs, quand on arrive, on va parler de la compétition d'échecs, on va parler, voilà, des horaires de l'échec. Donc c'est plus facile de rentrer en interaction, on aura plus d'échanges. La cinquième, pardon, c'est le jeu psychologique. Donc ça, c'est le seul
de la structure du temps qui est négative. Ce sont des manipulations émotionnelles, on va avoir des jeux répétitifs et c'est des choses qui sont pas conscientes et qui vont amener des sentiments négatifs. Donc ça, je vais vous en expliquer plus en détail, dans les slides prochaines. Hem Mais c'est le seul, chose où on n'est pas, dans, quelque chose qui va être positif et bénéfique dans la relation. Mais par contre, ça va nous amener plus de stimulation que l'activité. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'intimité. Donc l'intimité, c'est vraiment qu'on est vraiment dans une relation qui va être dite intense. On va partager nos failles, nos faiblesses, nos forces. On va, parfois, on est dans l'intimité seulement avec nos amis ou seulement des fois avec notre psy ou notre thérapeute. Même dans nos relations avec ou avec les enfants. Souvent, on arrive à une belle relation d'intimité aussi avec les enfants, mais des fois, on n'est pas dans l'intimité avec nos parents, ni avec notre conjoint et du coup, on reste un petit peu dans des jeux psychologiques. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu bloquées dans les jeux psychologiques parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est plus de reconnaissance et plus de stimulation, mais ils ont peur d'aller dans l'intimité. Donc et ils ne veulent pas se restreindre à un passe-temps ou à une activité. Donc ils basculent en jeu psychologique. Dans certains, dans certaines interactions avec des personnes, peut-être vous êtes bloqué dans le rituel ou dans le passe-temps et vous aimeriez plus d'interaction, par exemple avec un parent, lors des transmissions, eh bien, passez au niveau supérieur. Proposez une activité, un temps d'échange. En tout cas, c'est intéressant de passer dans toutes les structures, du temps pour avoir plus d'interaction et plus de reconnaissance. Et maintenant, on va parler des états du mois parce que ça va être intéressant de voir dans quel état du mois on est pour mieux structurer son temps. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un état du mois. Donc, de la naissance à l'âge adulte, on grandit et on va passer par ces différents états. L'individu, en fait, il va intégrer et il va être amené à vivre des situations de son passé qui vont construire petit à petit, sa personnalité, son identité et c'est la coexistence de ces 3 états d'émoi qui vont être symbolisés par, bah, des cercles, comme là je vous l'ai montré, superposés, qui vont montrer ces états d'humour. Donc je vais vous expliquer plus en détail les 3 parties, mais en tout cas, en nous, on a chacun un état parent, un état adulte, un état enfant. Même un adolescent qui n'a pas encore été parent, il a un parent, un adulte, un enfant et même un enfant commence à construire ses états d'humour. Du coup, ce sont les pensées, les sentiments et les comportements qui vont se manifester et donc parfois on va être plus dans un état parent, plus dans un état adulte ou plus dans un état enfant. Le parent, ce sont les bonnes choses ou les mauvaises malheureusement que on m'a dit de faire. Donc on va reproduire quand on est dans cet état, les attitudes de nos figures parentales. C'est-à-dire tout ce qui nous a marqué et qui est devenu comme un automatisme. Par exemple, ça peut être les bonnes choses, hein, on s'arrête au feu rouge, il faut travailler dur. Donc ça, c'est des bonnes choses qui vont nous permettre, bah, d'être un adulte qui respecte les règles et qui, va, aller de l'avant, par exemple pour passer un diplôme, hein, qui va se lancer dans des projets. Par exemple, ça peut être aussi des choses négatives comme: «Méfie-toi des étrangers» ou «On ne rit pas à table» et du coup, ça peut devenir aussi des phrases automatiques qu'on va ressortir aux enfants et on va souvent s'arrêter en se disant: «Oh, on dirait mon père, on dirait ma mère». En fait, on est en train de reproduire. C'est comme si on avalait tel quel ce que nos parents nous avaient dit sans réfléchir. Donc ça, c'est l'état du moi parent. Ensuite, il y a l'état du moi adulte. Ça permet de traiter les informations, qu'on a à disposition. Donc on est focalisé sur ce que l'on vit ici et maintenant. On est dans une réalité objective. Donc l'adulte, c'est vraiment maintenant. Le parent, c'est plutôt quelque chose de notre passé. Et enfin, l'enfant, donc ça aussi, ça va être dans notre passé, ça va être toutes les expériences, les ressentis et les illusions qu'on a eues enfant. Du coup, c'est des comportements qu'on va dire archaïques qui sont souvent conditionnés par notre vécu et qui sont souvent des réactions qui sont inconscientes. Quand on est dans notre état du moi enfant, on va aller vers ce qu'on a associé au plaisir et on va fuir ce qu'on a associé à la souffrance. Donc, pour l'instant, peut-être que ça ne vous parle pas, mais maintenant, je vais vous donner plus du concret pour chaque état du mois et après comment on interagit avec chaque état du mois. Juste petite précision, il y a un seul type d'adulte, mais il y a 2 types de parents et 3 types d'enfants que je vais vous présenter maintenant. Donc, il y a différents types de parents. En nous, on a 2 types de parents.
on a notre parent normatif qui va plutôt, mettre le cadre et être rigide. Donc, voilà, quelqu'un qui va donner, les règles, mais de manière, assez dure. Et on a le parent nourricier qui va prendre soin, qui va nous mettre dans un petit cocon. Donc, en nous, on a ces 2 aspects. À un moment, on va être parfois dur et à un moment, on va être très doux. Il y a le côté adulte, donc là, il y en a qu'un, celui qui est factuel et qui est dans la réalité objective. Et il y a 3 types d'enfants. Donc, il y a les enfants adaptés, sages et rebelles, et il y a l'enfant libre. Enfants adaptés. Pourquoi on appelle adaptés? Parce que eux, ils vont réagir, ils vont agir, pardon, donc ils vont se mettre en avant dans notre communication pour faire réagir l'interlocuteur. Donc leur objectif, c'est de faire réagir l'autre. L'enfant adapté sage, c'est de faire plaisir, donc c'est d'être aimé par son interlocuteur. Donc il va toujours s'adapter à l'interlocuteur. Et par contre, l'enfant adapté rebelle, lui, il va faire exprès de faire enrager l'autre. Donc il va se mettre en conflit tout le temps. Et par contre, l'enfant libre, lui, il va être spontané et il va s'exprimer comme, les choses lui viennent, donc de manière assez créative. En tout cas, il n'y a pas un état du moi qui est meilleur qu'un autre. Ça va être intéressant d'aller utiliser tous nos états du moi au moment, où on va sentir qu'on en a besoin dans notre communication. Donc ils ont tous des côtés négatifs et des côtés positifs, mais il y en a qui sont plus intéressants à utiliser dans certaines situations et notamment dans des situations professionnelles. On va éviter particulièrement l'enfant adapté rebelle en situation professionnelle. Donc les transactions, c'est la façon dont on communique en analyse transactionnelle. Donc la transaction pardon, entre 2 personnes, 2 interlocuteurs, on va dire l'interlocuteur A et l'interlocuteur B. La transaction, elle va nous donner 2 informations principales. La première, c'est le contenu, ce dont on parle, donc le sujet de la transaction. Et la deuxième, ça va être de savoir qui parle, à qui il parle et comment il parle. Et ça, c'est par rapport aux états du moi. Donc, c'est-à-dire quel état du moi communique, à qui il s'adresse, à quel état du moi de l'interlocuteur il s'adresse et comment il le fait, sur quel ton, avec quelle posture. Je vais vous donner des exemples, évidemment, pour que vous compreniez bien. Donc, il y a 3 types de transactions que je vais vous expliquer en détail. Il y a la transaction simple, dit parallèle. Ensuite, il y a la transaction croisée et la dernière, la transaction cachée. Donc, la transaction simple, c'est quand le message, quand on donne un message, donc on va dire l'interlocuteur A, et que la réponse à ce message correspond à l'état du moi visé. Donc, je vais vous donner un exemple. Si l'interlocuteur A demande à l'interlocuteur B: «Quelle heure est-il?» Donc on est sur un adulte factuel ici et maintenant. Et l'interlocuteur B regarde l'heure, et comme ça me permet de regarder l'heure, il est 14 heures, répond: «Il est 14 heures». Nous sommes sur une transaction parallèle, c'est-à-dire que c'est l'adulte qui répond à l'adulte. Je visais l'adulte en demandant l'heure et j'ai une réaction d'un adulte. Donc c'est parfait. Ça, ce sont des transactions impeccables. Si on continue la communication comme ça, avec 2 adultes qui parlent, c'est impeccable. Par contre, si j'avais posé la question: «Quelle heure est-il?» et qu'en face, l'interlocuteur B m'avait répondu: «L'heure de t'acheter une montre», il aurait basculé en enfant rebelle. Mais du coup, en me répondant en enfant, moi, je sens que là, je dois changer d'état du moi. Moi aussi, je vais peut-être basculer en enfant. Et c'est là où la transaction va être dite croisée, parce que l'interlocuteur A ne s'attendait pas à cette réponse. Donc, il va sentir qu'il faut qu'il s'adapte. Il y a certainement un petit malaise qui se met en place. Donc, je vais vous donner un autre exemple pour vous présenter des interactions dites croisées. C'est ce que je viens de vous dire, c'est quand la réponse de l'interlocuteur ne correspond pas à l'état du moi visé. L'interlocuteur A, en enfant, demande à l'interlocuteur B: «Ça te dit ce soir qu'on aille au ciné?» Il s'attend, donc c'est l'enfant libre, hein, si on allait au ciné, il s'attend à ce que l'interlocuteur B lui réponde soit en enfant adapté sage: «Ah bah oui, vas-y, on va voir ce que tu veux», en enfant rebelle: «Ah ouais, génial!» ou en enfant libre: «Ah ouais, génial!» ou en enfant rebelle: «Oh non, j'ai pas envie, j'ai la flemme». Il s'attendait à avoir un enfant, comme il était dans une situation: «Allez, si on allait au cinoche, j'ai trop envie». Il s'attendait à une réponse d'enfant. Et si, en face, l'interlocuteur B lui répond: «Mais tu penses vraiment qu'à t'amuser? On est déjà allé au ciné la semaine dernière et en plus, on fait pas attention à nos finances». On est dans une transaction dite cachée. On ne s'attendait pas à ça.
Donc ça commence à créer un malaise et là, l'interlocuteur A, souvent, change de façon d'interagir. Il va basculer en adulte, en parent, en enfant rebelle. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui va commencer à être dans un malentendu. Je pense que vous voyez ce que je veux dire parce que ça nous arrive très souvent, dans nos interactions. On s'attendait à autre chose et en face de nous, on a quelqu'un qui ne nous répond pas sur le même ton qu'on lui avait parlé. Et enfin, le dernier type de transaction, et pas des moindres, c'est les transactions dites cachées. Les transactions cachées, elles ont 2 niveaux. Donc en fait, le message n'est pas dit de façon explicite, mais sous-entendu. Il y a un niveau qui est social, donc c'est le niveau qui est verbal, donc qui est explicite, observable et entendable. Donc là, je voulais matérialiser avec des flèches bien noires. Donc ça, c'est celui que l'interlocuteur fait passer verbalement. Et il y a le message caché, qui est dit le message psychologique, qui est implicite et qui est non verbal. Donc, je vais vous donner aussi un exemple. Un exemple assez basique de drague dans un bar. Imaginons un, un- un adulte qui va demander à un autre adulte, est-ce que je peux vous offrir un verre? Donc là, il y a le message explicite, je veux étancher votre soif, avez-vous soif? Mais on a aussi en tête tout de suite le message implicite, vous me plaisez bien, j'aimerais bien finir ma soirée avec vous. Donc l'interlocuteur B a 2 solutions. Soit il répond A au message explicite, non merci, je n'ai pas soif, ou il peut répondre à l'implicite, je ne suis pas intéressé. Et souvent, dans des transactions cachées, on va pas forcément répondre à ce qui n'est pas dit, mais on va répondre à ce qui est dit. Donc, du coup, ce sont des interactions qui peuvent continuer ad vitam aeternam, mais qui vont amener de la manipulation et des stimulations négatives. Si la personne continue à jouer à ce petit jeu, donc par exemple, est-ce que je vous offre un verre? Non merci, je n'ai pas soif. Ah OK, bah, on peut peut-être quand même échanger même sans boire un verre. Non merci, je préfère attendre mon ami. Oui, mais tant que votre ami n'est pas là et en fait, on continue l'interaction et ça va entraîner les jeux psychologiques. Donc ce que je vous avais présenté tout au début de l'atelier, ce sont des schémas répétitifs de comportement. Donc le jeu psychologique, c'est une série de transactions cachées qui va progressivement aller vers un résultat qui est négatif mais prévisible. On le sait du début qu'on n'a pas répondu à l'implicite et du coup, c'est un échange qui va continuer, mais dont le but n'est pas de continuer la conversation, ni de comprendre ce qui est dit, mais plutôt ce qui n'est pas dit. Donc quand on est dans un jeu psychologique, on est dans un jeu de pouvoir et de manipulation. Ce sont des comportements de communication qui sont inefficaces et énergivores. Et malheureusement, on en a tous, tout le temps, aussi bien dans notre attitude personnelle que professionnelle. Donc le but de ces jeux, on va se dire, mais pourquoi on les met en place? C'est parce qu'on veut se sentir vivant et qu'on veut avoir des interactions avec les autres. Rappelons-nous de la structure du temps, de moins de stimulation et de reconnaissance à plus de stimulation. Donc, on va préférer avoir plus de stimulation que de rester dans une activité ou un rituel, mais on va avoir peur de rentrer dans l'intimité. Donc, on va basculer dans des jeux psychologiques. Je préfère, enfin tout individu va préférer des stimulations négatives à pas de stimulation du tout. Ça, on le voit aussi beaucoup chez les enfants. Ils vont préférer activer notre parent normatif qui va nous donner des règles plutôt que de ne pas avoir de reconnaissance et de stimulation de son environnement. Donc, se mettre dans un jeu psychologique, c'est une manière d'exister tout en se protégeant de nos blessures. Et du coup, je vais vous présenter plus en détail les jeux psychologiques. Donc en analyse transactionnelle, ils sont illustrés sous forme d'un triangle et ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Donc Cartman, c'est quelqu'un, c'est un psychologue américain qui a travaillé, tout ce qui a été présenté par Eric Berne. Donc il a créé le triangle dramatique dans les années 70 pour vraiment illustrer ces jeux psychologiques. Pour jouer, il y a besoin de 2 joueurs, une victime et un sauveur ou un persécuteur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, les rôles de chacun, et voir qu'il y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. On a l'impression comme ça quand on regarde le triangle dramatique que le sauveur serait peut-être un peu meilleur, mais vous allez voir que non, parce que les rôles vont s'interchanger, ces postures vont s'alterner.
C'est juste qu'on a une tendance, dans notre communication à aller plus vers un profil. On est un petit peu plus souvent persécuteur, victime ou sauveur. On peut se reconnaître. Du coup, la victime, elle attire l'attention, elle se dévalorise. C'est quelqu'un qui a pas confiance en elle, et elle est pas capable d'agir seule. Donc quand on se positionne en victime, on est dans l'état du moi, enfant adapté sage. On n'exprime pas vraiment son besoin et on fait attention à tout ce qui se passe, on se renferme un peu sur soi. Le persécuteur, lui, il écrase l'autre. Il domine, il critique, il harcèle, il sait mieux que l'autre et il ne prend pas en compte les besoins de la victime. Donc là, on est plus sur un parent normatif ou un enfant adapté rebelle. Et le sauveur, lui, il existe à travers l'autre. En fait, il a un grand, grand besoin de reconnaissance, donc il va créer une dépendance. Il va aider sans cesse l'autre personne sans qu'on lui fait une demande et il va faire à la place. Donc là, on est sur un parent normatif plus plus. Et du coup, ce qui se passe pour présenter les jeux psychologiques, c'est que les rôles vont s'alterner. On rentre dans la communication par un des 3 protagonistes, mais vous allez voir, elles vont changer. Donc je vais vous donner un exemple. On va prendre 2 professionnels qui parlent, d'un enfant, dont une qui n'arrive pas à gérer le comportement de cet enfant. Donc on va l'appeler Alexis. Donc 2 professionnels discutent. Donc il y en a une qui se victimise en disant: «Oh là là, c'est hyper dur pour moi, j'arrive pas du tout à gérer Alexis en ce moment, il est dans tous les sens, je sais pas quoi faire». Notre interlocuteur, sauveur. «Ah, tu as des difficultés avec Alexis, mais est-ce que tu as essayé de faire ça?» Donc elle propose une première solution. La victime: «Non, mais tu sais très bien que moi, j'y arriverai pas, c'est trop difficile». Notre sauveur: «Ah, oui, c'est vrai que tu pas comme ça. Bon, bah, peut-être que tu peux faire ça, ça ou ça». Elle propose plein de solutions, plein d'alternatives. Et la victime continue de se victimiser. «Mais non, mais tu sais très bien que je peux pas, que moi j'ai pas l'énergie et que lui, ben, il bouge partout, tatati tatata» et du coup, elle se renforce. Au bout d'un moment, le sauveur s'exaspère un peu et là, du coup, va s'énerver et lui dire: «Non, mais en fait, tu pas envie de t'en sortir. Pourquoi tu m'en parles? En fait, tu veux continuer à te plaindre et à, pas, faire ce qu'il faut pour avoir une meilleure relation avec le petit». Donc notre sauveur a basculé en persécuteur. Et du coup, là, notre victime, bah, soit elle reste victime, soit elle aussi, elle bascule. Et du coup, elle peut renvoyer l'ascenseur en elle aussi basculant en persécuteur en disant: «Non mais attends, en fait, moi je t'appelle parce que j'ai besoin d'empathie, j'ai besoin de vider mon sac, je t'ai pas demandé de solution et en fait, tu sais pas écouter». Hop! Et là, notre sauveur qui avait basculé en persécuteur rebascule en victime et ainsi de suite. Voilà comment se créent des jeux psychologiques. Donc d'avoir conscience qu'on est rentré dans ce genre de communication, ça va être très important de les repérer déjà et d'éviter d'y rentrer. Donc l'objectif, ça va être de ne plus rentrer dans ce genre de mécanisme de communication et de, se savoir repérer quel est notre type d'intervention dans la communication. Si on a tendance à se victimiser, à persécuter ou à être sauveur, essayez de ne plus rentrer là-dedans. Donc là, je vous le présente rapidement parce que pour moi, c'est un vrai travail, de fond, hein, d'ailleurs, j'accompagne beaucoup de personnes sur ce sujet, mais je voulais quand même vous présenter une slide pour qu'après on aille présenter plus en détail des exemples concrets. Donc comment on fait pour sortir du triangle dramatique? Quand on a une tendance à être victime, eh ben, on va travailler sur sa confiance en soi. On va essayer de prendre de la distance avec la personne avec qui on est en difficulté et on va essayer de comprendre ses besoins et les exprimer et du coup faire des demandes. Quand on est persécuteur, eh bien, ça va être plutôt de s'éloigner de la zone de tension, de prendre du recul, de prendre un rendez-vous, de ne pas essayer d'être impulsif au moment T et d'éviter de faire des demandes avec violence. Donc, et ne pas hésiter à utiliser la communication non violente et repérer ce qui se passe en nous, quelles sont les sensations, les émotions que l'on vit à ce moment-là pour pouvoir aussi le dire. Et quand on a une tendance à être sauveur, et je pense qu'ici on a pas mal de sauveurs, hein, parce que quand on est dans des métiers où on prend soin des autres, eh bien c'est qu'on a une tendance à être sauveur. Je le suis aussi, hein, mais je me soigne. Ce qui va être intéressant pour ne pas rentrer dans ce triangle dramatique, ça va être de se poser 4 questions. Est-ce que c'est de ma responsabilité? Est-ce que j'en ai les capacités, les moyens ou est-ce que je vais devoir faire des recherches, par exemple? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça va pas me demander trop d'énergie? Vraiment, est-ce que j'en ai envie de le faire? Et est-ce qu'on m'a fait une demande? Et seulement si on répond «oui»
l'interlocuteur, enfin vous-même, vous répondez oui à ces 4 questions, vous pouvez y aller. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un rôle de sauveur. Par contre, s'il y a un seul non, on n'y va pas. Ça veut dire que si on y va, eh ben, on va rentrer dans un triangle dramatique et c'est comme si on prenait un post-it et qu'on collait sur la tête de notre interlocuteur: «Tu es une victime, tu n'y arriveras pas sans moi». Et je pense que ce n'est pas l'objectif si on veut derrière avoir de la reconnaissance et de la stimulation. Il est préférable de demander à la personne de quoi tu as besoin et du coup de rentrer dans une communication qui va être plus efficace de collaboration. Voilà pour le triangle dramatique. Donc maintenant, on va reparler des états du moi et de leur utilité avec des exemples très concrets. Donc, je le rappelle, le parent normatif, il va être utile quand il y a un danger immédiat avec le ton, l'intonation, c'est stop, attention. Voilà, c'est vraiment utilisé en cas de danger. Le parent nourricier, c'est pour faire de l'empathie. Quand un bébé est en train de pleurer, quand quelqu'un vraiment est pas bien, là, on va se mettre en écoute empathique et on va prendre le temps d'écouter la personne. L'adulte, ça va être rappeler les règles et le cadre. On est factuel et on présente ce qui est attendu. L'enfant adapté sage, ben, comme il n'écoute pas ses propres besoins, donc quand vraiment on a besoin de sentir, de se connecter à l'autre personne, on se met en retrait et on va être beaucoup dans l'écoute de l'autre et l'écoute de ses propres besoins. L'enfant adapté rebelle, d'ouvrir le débat, d'amener des nouveaux points sur la table. Et l'enfant libre, c'est de faire diversion et d'amener de la légèreté. Et du coup, je vais vous proposer des cas concrets et des idées de réponse pour chacune de ces situations. Donc, la première, on va faire une situation avec un enfant. L'enfant qui a son doudou dans la main et qui a du mal à le poser, qui passe bah, tout son temps et notamment l'activité avec son doudou. Un deuxième, c'est un parent qui est démuni par le comportement agressif de son enfant, donc comment se positionner avec ce parent. Et le troisième, une collègue qui refuse de donner la tétine à un enfant parce que pour cette collègue, il doit apprendre à se calmer tout seul. Donc, je vais reprendre tous les états du moi et pour chaque état du moi, proposer une réponse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise moi concrètement en coaching, où on va refaire les situations avec les personnes que j'accompagne toutes les situations, relationnelles qu'elles peuvent avoir et on va essayer de voir qu'il y a plusieurs façons de répondre et c'est pas parce que on a un automatisme depuis toujours de répondre comme ça que c'est la meilleure façon de répondre. Donc c'est vraiment essayer de prendre de la hauteur. Donc vous allez certainement vous reconnaître dans des réponses et de voir qu'il y a d'autres façons de répondre qui vont potentiellement être plus efficaces dans certains contextes. Donc l'enfant qui a son doudou. Si on est parent normatif, range ton doudou tout de suite, c'est plus le moment. Si on est parent nourricier, tu veux bien poser ton doudou s'il te plaît? Si on est adulte, le doudou se met dans la panière. On est objectif, on rappelle où se met le doudou. Si on est enfant adapté sage, ça te dérange pas de le poser, mais juste un tout petit peu. On n'est pas très convaincant. Je suis pas sûre face à un enfant de 2 ans en phase d'affirmation que ça marche. On peut peut-être tenter, hein. Un enfant adapté rebelle, t'arrêtes de toujours trimballer ce vieux doudou. Bon, je ne vous l'ai pas noté, mais qui pue. En général, le rebelle va aller plus loin, hein. Et l'enfant libre, ah, Doudou, il a peut-être besoin d'une petite sieste avec ses autres copains doudou dans la panière. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, à votre avis, quels sont les meilleurs états du moi à ce moment-là pour qu'on arrive à faire poser Doudou dans la panière? Le parent nourricier, l'enfant libre et l'adulte? Eh bien oui, tout à fait. Le top du top, le combo top du top, c'est de mélanger de l'enfant libre, de l'adulte et du parent nourricier, un peu des 3. Voilà. Donc ça, les enfants, ils adorent quand on a une façon ludique et en même temps, comme ils ont besoin de, s'autonomiser, de leur rappeler où se trouve la panière à doudou. Ou on le montre en même temps quand on est dans l'état du moi adulte. Ensuite, avec, le parent qui vous parle de son enfant agressif et qui n'arrive pas du tout à le gérer. Parent normatif, vous devez être plus ferme avec lui. Ce comportement est inacceptable, il faut lui montrer qui commande. Le parent nourricier, c'est compréhensible que vous vous sentiez dépassé. Les enfants traversent parfois des phases difficiles. L'adulte, il peut y avoir plusieurs raisons pour ce comportement. Voyons ensemble ce qui pourrait déclencher ces réactions. Donc on va être dans une recherche de trouver une solution. L'enfant adapté sage, avez-vous essayé de lui proposer des câlins? On va pas forcément parler de ce qui se passe, mais on va se recentrer sur le besoin de l'enfant à ce moment-là, mais ça va pas nous donner une solution pour après. L'enfant adapté rebelle,
Vous pourriez peut-être le punir davantage pour qu'il comprenne. Et l'enfant libre, ah les enfants, ils peuvent parfois être durs. Peut-être qu'il aurait besoin de se défouler un peu. Alors, dans cette situation, pour vous, qu'est-ce qui convient le mieux? Alors, parent nourricier plus adulte, oui. Le parent nourricier, l'enfant adapté sage, l'adulte. Alors oui, on a à peu près tout le temps les mêmes réponses, mais pour moi, ce qui va être le plus important, ça va être de dire, la phrase de l'adulte, mais toujours de l'encadrer parce que si on a un parent épuisé, avec du parent nourricier, avec un peu de l'enfant adapté sage et de l'enfant libre. Mais la phrase qu'on va retenir, c'est on va essayer ensemble d'aller voir qu'est-ce qui déclenche ces réactions pour que le parent puisse lui aussi comprendre ce qui se passe. Comme on est professionnel, nous, on a des outils et on a plein d'informations sur le développement de l'enfant. Donc, ça va être essentiel d'aller transmettre toutes ces informations aux parents. Et enfin, si vous êtes avec une collègue qui ne veut pas donner la tétine à son enfant. Le parent normatif, tu fais une erreur. Cet enfant est trop jeune pour se calmer, il a besoin de sa tétine et c'est non négociable. Donc très ferme. Le parent nourricier, je comprends que tu veuilles bien faire, pourquoi ne pas essayer avec la tétine cette fois? Et on verra. L'adulte, je comprends ton point de vue, cependant cet enfant utilise la tétine comme un moyen de se réassurer. Refuser pourrait augmenter son stress pour l'instant. On pourra en rediscuter en réunion? L'enfant adapté sage, d'accord, c'est toi qui vois. On fera comme tu veux, même si ça risque d'être compliqué. L'enfant adapté rebelle, si tu lui donnes la tétine, tu vas le regretter. La menace, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais bon, ça donne pas très envie. Et l'enfant libre, pardon. Franchement, pourquoi se compliquer la vie? Donne-lui la tétine, ça ira plus vite. Alors, à votre avis, quel état du moi est le mieux à utiliser? L'adulte, mais oui, l'adulte et le parent nourricier. Tout à fait. Alors là, dans cet état, il y a vraiment cette idée de on rediscute en réunion, on réexplique qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, et on montre que quand même on va en parler en réunion. Mais, je comprends que tu veuilles bien faire, c'est important aussi de se mettre, en lien avec notre interlocuteur. Donc pour moi, c'est vraiment de basculer un petit peu dans les 2, de faire un petit peu de parent nourricier, mais de rester quand même très factuel. Donc, pour conclure cet atelier, pour moi, c'est vraiment une véritable force de mieux comprendre nos comportements et nos schémas répétitifs pour éviter ces situations où on va être dans le conflit. Donc moi, je vous encourage vraiment à utiliser votre état du moi adulte. L'état du moi parent nourricier, je ne vous en parle pas parce que je me doute qu'en tant que professionnel de la petite enfance, c'est un état que vous avez certainement souvent, mais d'aller plus souvent dans l'adulte et dans l'enfant libre dès que c'est nécessaire parce que c'est eux qui vont avoir le plus de portée pour faire passer les messages, aussi bien avec les parents qu'avec les enfants. Parce qu'en fait, avec un brin d'humour et en même temps reparler du cadre, ça va être essentiel. On dit que souvent, quand on est dans notre état du moi parent ou notre état du moi enfant, c'est que c'est le passé qui est en train de se rejouer dans notre communication avec notre interlocuteur. C'est pour ça que moi, je vais plus vous encourager à être dans l'adulte, d'être plus factuel, plus dans le cadre, mais de rajouter un petit peu d'enfant libre. Et je finirai avec cette citation d'Éric Berne qui dit que derrière tout crapaud sommeille un prince. Donc derrière toute mauvaise communication, il y a toujours un prince et il n'y a pas besoin de tuer le crapaud. Donc d'arrêter de communiquer de cette manière-là, il suffit de réveiller le prince. Donc il suffit vraiment de prendre conscience de comment je me positionne dans mes sentiments, dans mes comportements, dans mes pensées pour arriver à mieux communiquer avec chacun de mes interlocuteurs. Mais je sais que c'est un travail de longue haleine. Merci en tout cas pour votre écoute. J'ai terminé avec cet atelier. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des pistes de réflexion.